Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Ce sont des journées de haute tension entre Israël et ses voisins, ses ennemis. Et notre prochain invité vient tout juste, la semaine dernière, de publier un livre, Gaza, avant le 7, carnet d'un siège, qui directement raconte ce qui se passait dans la région, où il a vécu d'ailleurs avant le 7 octobre 2023. Guillaume Lavallée, bonjour. Bonjour. Bon, on va revenir sur votre livre, mais là, on s'est obligé de parler des événements d'hier. L'Iran qui frappe. Est-ce que l'Iran veut une guerre avec Israël? Je pense que l'Iran, depuis à peu près un an, en fait, depuis le 7 octobre et dans la foulée, essaie de jouer la retenue. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'une guerre va être dévastatrice pour eux-mêmes, pour le régime iranien, potentiellement. Et aussi, l'Iran fait la guerre par ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire ses soutiens dans la région, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak. Donc ça, c'est des milices armées soutenues, militaires, financières. Ça, c'est clair. C'est connu. Ça, c'est connu, c'est clair. Puis l'Iran l'appelle l'axe de la résistance. Et dans la région, la carte mentale de la région, c'est d'un côté, il y a l'axe de la résistance qui est soutenu par l'Iran. Puis de l'autre côté, on a Israël qui a normalisé ses relations avec des États sunnites. La Jordanie, l'Égypte. Il y avait les Émirats arabes unis. On l'oublie, il y a 2 ans avec les Émirats arabes unis, le Soudan. Et avec l'Arabie saoudite, c'était presque fait. Là. Les négociations étaient vraiment avancées avec l'Arabie saoudite. Puis c'est probablement un des éléments explicatifs aussi du 7 octobre, dans le sens où je pense que le Hamas, clairement, côté palestinien, ne voulait absolument pas voir les Israéliens normalisés avec les Saoudiens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une géopolitique qui est bien en place dans la région. Les Iraniens ont joué la retenue parce qu'après le 7 octobre, ils auraient pu aller, entre guillemets, all-in. Ils sont pas allés. Mais là, hier, pourquoi une frappe comme celle-là? S'ils ont aussi... ça peut paraître pour les gens pas au courant. Tu dis, ben là, s'ils veulent pas la guerre, pourquoi ils lancent 200 missiles vers Israël? Alors plein d'analyses vont circuler. Une analyse qu'on peut retenir, je pense, c'est le fait que, il y a eu le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, qui a été tué cet été à Téhéran. Et les Iraniens ont dit tout de suite, il va y avoir une riposte. Mais ça, c'était un pied de nez épouvantable d'aller le tuer à Téhéran. À Téhéran, le lendemain de la sermentation du nouveau président. Okay? Parce qu'il était présent en Iran pour la sermentation du nouveau président iranien. Cette semaine, donc, un allié important, le chef de l'allié le plus important côté palestinien, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran. La semaine dernière, dans les derniers jours, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, allié plus important probablement de l'Iran en termes de milices armées dans la région, se fait tuer par Israël à Beyrouth. Et donc, les Iraniens, ils ont une pression parce que tous les mouvements armés qui soutiennent dans la région vont se retourner vers eux en disant, qu'est-ce que vous faites pour nous défendre? Parce que si vous ne faites rien, pourquoi nous, on se battrait pour vous? C'est une question importante. Et donc, parce qu'eux, ils sont les gens de terrain, les milices de terrain, mais la maison mère... Mais la maison mère a fait quoi? Elle fait rien. Si la maison mère a fait rien, comment nous, on va être capable de recruter des gens? Comment nous, on va être capable de continuer un combat ou quoi que ce soit? Donc, l'Iran a une pression pour faire quelque chose. Mais est-ce qu'ils font semblant ou ils font quelque chose? Là, c'est une bonne question parce qu'on a vu au mois d'avril dernier, l'Iran avait envoyé des drones en direction d'Israël. Là, ils ont fait semblant. Puis là, c'était clairement un spectacle. Je veux dire, les drones, ils avaient averti, ça avait pris 5 heures avant que les drones arrivent, tout le monde était positionné, le bouclier antimissile israélien était positionné. Mais ça faisait des images assez fortes. Puis c'était la première fois que l'Iran attaquait directement quand même Israël. Mais là, hier, l'attaque, c'était pour faire du dommage? L'attaque, c'est clairement une escalade dans l'attaque parce que c'est une attaque plus forte que celle du mois d'avril. Moins annoncée, avec des missiles balistiques, c'est-à-dire en 1 heure, ils sont rendus. Okay? Donc, c'est pas 5 heures, on peut tous se préparer. On double la capacité de missiles qu'on a tiré. Donc, clairement, c'est une escalade dans ce sens-là. Et là, une des différences aussi, c'est qu'Israël a dit dès hier soir, enfin, pour nous, ou dès hier après-midi pour nous, on va répliquer. Washington a dit, on va répliquer aussi. Donc, qu'est-ce qu'on s'en vient? Parce que la dernière fois, les Israéliens ont tapé en Iran au printemps dernier, près de Isfahan, où il y a un site nucléaire iranien. Okay? Parce que la grosse question pour Israël, c'est la menace de voir l'Iran
à avoir une bombe atomique. C'est ça la grosse menace pour Israël. Israël a l'arme atomique. Puis ce qu'Israël craint, c'est d'avoir un autre acteur régional, l'Iran, son ennemi, doté de la même arme. Parce que tu as une situation nucléaire et donc tu arrives presque à la symétrie nucléaire. Israël ne veut pas ça. Est-ce que Israël va répondre à l'attaque? Est-ce qu'Israël va se rapprocher d'autres sites nucléaires? Par exemple, Natanz, qui est un site où les Iraniens enrichissent de l'uranium. Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre dans des... Est-ce qu'Israël pourrait bombarder des sites stratégiques iraniens au cours des prochains jours? Oui. Oui? Je pense que oui. Je pense que oui. Ce qu'ils vont le faire dans les prochains jours. C'est-à-dire justifié par les attaques de missiles. Je vais poser une autre question. Est-ce qu'Israël souhaite ça? Est-ce qu'Israël souhaitait que l'Iran l'attaque pour se justifier? Je dirais... Non, je pense pas, mais je pense qu'Israël, depuis le 7 octobre, on a vu l'opération dans la bande de Gaza, on a vu les combats dans la bande de Gaza, on a vu les bombardements dans la bande de Gaza. Là, ce qu'on voit, c'est que le schème de réponse israélien est beaucoup plus large que ça. Et que les Israéliens se disent probablement que c'est une occasion pour eux, une occasion, je ne dis pas qu'ils ont souhaité, jamais, mais c'est une occasion maintenant de prendre un désavantage, ce qui s'est passé cet octobre en avantage, c'est-à-dire on fait le ménage de nos ennemis. On fait le ménage, OK? Puis il y a un truc vraiment important là-dessus, c'est que l'armée israélienne occupait militairement Gaza jusqu'en 2005. En 2005, ils se sont retirés. Okay? Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. L'armée israélienne a opéré au sud Liban pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2000. Ils se sont retirés. Le Hezbollah a fleuri. Je pense probablement que l'armée israélienne se dit on s'est retiré de 2 territoires, puis ces 2 territoires-là sont devenus des territoires où nos ennemis ont cru en puissance. Et ont implanté des systèmes des lance-roquettes pour nous lancer des missiles vers chez nous. Là. Et là, on a nos populations, la population israélienne qui vit près de la bande de Gaza, qui est déplacée depuis des mois, puis la population israélienne qui vit sur le nord, dans le nord du pays, à la frontière du Liban, qui n'est pas revenue chez elle. Donc, il y a des milliers de déplacés israéliens. Donc, je pense que l'Israélien s'est dit, si nous, on veut rétablir nos populations dans ces 2 zones-là, il faut absolument réoccuper ces 2 territoires qui sont Gaza et Liban Sud. En 2006, il y a eu une guerre Israël-Hezbollah, on s'en souvient. Et c'est là qu'on a pris conscience de la puissance du Hezbollah. Oui, mais entre-temps, le Hezbollah a changé parce que le Hezbollah, pendant la guerre en Syrie, le Hezbollah a combattu pour les forces syriennes, pour Bachar el-Assad pendant des années. Donc le Hezbollah arrive avec des années, non seulement d'entraînement, mais de combat de terrain, avec une puissance de feu qui est beaucoup plus importante qu'en 2006. Et donc, le danger, c'est vraiment du point de vue israélien, le danger, on fait le défi, je sais pas, vous voyez comme vous le voulez, mais c'est si vous rentrez, c'est ce qui s'est passé hier, ils ont rentré des troupes israéliennes sur le terrain dans le Liban Sud. Et là, plus vous rentrez là-dedans, plus il y a des embuscades, plus il y a des morts, plus il y a une potentiel d'être embourbé dans un conflit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a la situation au Liban, avec des bombardements très lourds, avec un potentiel, une guerre qui pourrait se prolonger. Parce que la dernière fois qu'Israël a fait une opération au Liban, une grande opération au Liban, c'est en 82. Ils en sont sortis en 2000, 18 ans. Ça nous fait réfléchir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, nous, on est dans l'actualité, on voit les choses, mais il y a potentiellement une logique sur des années. Dernière question sur ça, après ça, on revient à votre livre, mais l'impression, on dit généralement en affaires militaires, tu veux pas être sur plusieurs fronts à la fois. Ouais. Et l'impression, pour quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui, tu te dis, OK, mais là, Israël, il y a un front avec le Hamas dans la bande de Gaza, un front avec le Hezbollah dans le sud Liban. Ils ont même attaqué les Houthis au Yémen cette semaine, leur relancer des bombes, puis là, on ouvre un front avec l'Iran. Fait que ça, c'est 4 fronts ouverts, ce qui peut, même avec la puissance de l'armée israélienne, ça peut paraître pas idéal. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont isolé les fronts. C'est-à-dire qu'ils ils se sont concentrés après le 7 octobre vraiment sur la bande de Gaza. Sur le Hamas. Sur le Hamas. Il y a le bilan humain, ça, c'est atroce. Atroce. Mais les capacités militaires du Hamas sont vraiment affaiblies. Okay? Cet été, on l'a moins regardé parce que c'était peut-être les vacances, puis c'est plus compliqué des fois comme actualité, mais les forces israéliennes sont rentrées dans plusieurs camps palestiniens de la Cisjordanie. Okay? Et là, on arrive, après cette séquence-là, on se retourne vers le Liban. Puis les Israéliens disent depuis le 8 octobre, depuis le lendemain du 7 octobre, disent à la communauté internationale, puis aux Libanais, déplacez le Liban, le Hezbollah
plus loin de la frontière. On veut une zone tampon, on ne veut pas que le Hezbollah soit collé à la frontière. Clairement, ça ne s'est pas passé. Ni la diplomatie a réussi à le faire, ni dans le jeu interne libanais, ça a réussi à se faire. Donc là, les Israéliens se retournent en disant, bon, mais maintenant, notre front principal, ça va être le front libanais. Le truc avec ça, c'est que plus vous tapez contre le Hezbollah, ce qui s'est passé cette semaine, plus la maison mère, l'Iran, est sous pression. Ouais. Le livre Gaza avant le 7, ça raconte que la vie n'était pas facile à Gaza au cours des dernières années. Oui, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'était quoi vivre sous un siège. Parce que je pense que des fois, on dit il y a un siège à Gaza, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous êtes une population, vous ne pouvez pas entrer ou sortir du territoire comme vous le voulez. Vous êtes un pêcheur, vous pouvez aller en mer, mais à chaque jour, on va vous dire votre limite maritime. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sous des drones? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant grandir dans tout ça? Puis pour la santé mentale d'une population. Fait que j'ai vraiment essayé, parce que j'allais moi souvent à Gaza en reportage, d'expliquer par le témoignage des gens qu'est-ce que c'était aussi de vivre sous ce siège-là. Puis aussi, Gaza était contrôlé par le Hamas. Donc qu'est-ce que c'était aussi vivre sous la pression interne du Hamas. Parce qu'il y a une pression. Groupe militaire, d'un groupe. Oui, puis qu'il y a un agenda politique ou un agenda religieux qui n'est pas nécessairement celui d'une partie de la population, c'est sûr, mais pas de l'ensemble de la population de Gaza. Et d'essayer de décortiquer c'est quoi cette vie-là, puis d'amener, parce que Gaza, c'est un territoire où personne ne pouvait aller. Vous ne pouviez pas aller à Gaza. Votre réalisateur ne peut pas aller à Gaza parce que ça prenait des permis spéciaux pour y aller, puis je pense pas qu'en destination vacances, personne ne voulait aller à Gaza. Donc l'idée, c'est de dire, je vous amène avec moi. OK? En reportage sur le terrain. Puis après, à la fin, on posera les questions géostratégiques, mais on va oublier les questions géostratégiques en partant. On va juste rentrer la vie réelle des gens. Intéressant. Guillaume Lavallée, merci beaucoup. Merci. Au revoir.